Est-ce que... Enfin, on va faire par levée de main. Qui sait ce qu'est une CVE? Tout le monde. Une CWE? Moins de monde. Et une CPE? Il n'y a plus personne. Il y a un gars. Pour ceux qui sont essentiels, il y a un gars. Donc voilà, l'objectif de la conférence aujourd'hui sera un peu de comprendre en fait ce genre de chaîne de caractères un peu bizarroïde en haut, qu'on appelle donc des CPE. Donc tout en haut on a une CPE V2.3 et en dessous une CPE V2.2. Ça permettra aussi de poser les bases pour la détection de CVE, donc qui sera la conférence de demain, de 18h à 20h, mangez un peu avant sinon vous allez avoir faim. Ce sera aussi de comprendre les fiches de CVE du NVD, de pouvoir vérifier un CSPN pour une CPE, et aussi un peu de lire les rapports de Nmap qui parfois sortent des trucs qu'on ne comprend pas. Au sommaire, ce que je vous propose, mais vous n'avez pas le choix, c'est d'abord que je me présente rapidement, après que je vous fasse un point sur le SCAP, l'environnement, CVE, CPE, CWE. Après, on attaquera vraiment le cœur avec le concept de CPE et on conclura tranquillement cette conférence. Petit disclaimer avant de commencer, cette conférence du coup est la première d'un lot sur le fonctionnement de la détection de CVE. Donc aujourd'hui on parle de SCAP et CPE, demain de détection de CVE, donc on ne parlera pas de la recherche de vulnérabilité, par quelque moyen que ce soit, de la déclaration d'une CVE auprès d'un CNA, ou encore de tout ce qui est OVAL, OpenVAST, Enable Nessus, WASE, Nmap, Vulners. Ça on en profitera demain. Donc petite présentation rapide, donc moi je m'appelle Lucas Tesson, donc je suis apprenti en cyberdéfense à la ruche by Thales, donc je suis en 4e année. J'ai principalement travaillé sur 2 projets, qui m'a fait découvrir pas mal de technologies aujourd'hui cloud. Et depuis plusieurs mois déjà sur la création d'un agent offline autonome de détection de CVE. Donc avec ces technos-là, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment le Golang qui est une passion depuis 2 ans. GraphQL, Docker, Robot Framework, plein d'éléments. Pour ceux qui n'auraient pas encore commencé leur Mahara, c'est mon Mahara en bas à droite. Voilà. Mais alors du coup, la question est, qu'est-ce que je fais là avec 770 points sur RootMe? Alors en fait, moi, j'ai pas trop le profil de quelqu'un qui fait du pentest. J'ai surtout le profil de quelqu'un qui fait du développement. Donc je participais à la création de pas mal de choses autour du NVD, que ce soit un module en fait qui permette d'interagir avec l'API du NVD qui implémente ces structures de données et les choses basiques qui vous permettront du coup de traiter les données de la NVD. Sur un module qui n'est pas encore dispo, c'est pour ça qu'il y a le lock, qui traite de CPE, qui est une implémentation robuste de l'aspect CPE à l'aide. Et sur un module du coup qui permet de traiter de l'ABNF qu'on explorera rapidement durant cette conf. Du coup voilà, comme je disais, ça fait à peu près 6 mois que je travaille à la ruche sur le domaine. Et je participe à la release 5 vraiment à l'aide. Vraiment à l'aide. Au secours les sons s'il vous plaît. Donc du NISTIR 7695 et 7696 qu'on verra aujourd'hui. Donc en fait je connais assez bien la NVD, la BNF, le SCAP et en particulier les specs de CPE. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite au niveau du SCAP. Petite question, qui connaît la NVD déjà? Quelques mains, ok, juste le concept de NVD. Petit point lexico du coup, une CVE, pour faire très rapidement, Common Vulnerability and Exposures, c'est identifier une vulne de façon unique, c'est juste ça, une CVE, un identifiant. Une CPE, c'est ce qu'on appelle une extension d'un composant informatique, donc ça définit en fait un état. Là, je vous donne par exemple en version, une CPE V2.2 d'un serveur Apache en version 2.41.1, pardon, et l'équivalent en version 2.3. On a les CWE qui sont les Common Weakness Enumeration, qui catégorisent les erreurs courantes selon un arbre. Par exemple, à la CWE 125 qui est un out of bounds read. Je vous laisserai aller voir au niveau de l'arbre comment est-ce qu'on catégorise, mais en fait, ça permet, on verra par la suite, de valoriser les CVE et de faire des regroupements entre elles. De dire, par exemple, toutes ces failles-là sont reliées à des out of bounds read, donc on va pouvoir les catégoriser, faire des études là-dessus. Et donc au niveau de la NVD, donc c'est la National Vulnerability Database qui valorise les données en CVE, CPE et CWE. Ouais, c'est un son. Voilà. Bon, problème de son, faudra faire avec. Donc au niveau des éléments. Donc comme je disais, en fait, une CVE en soi, c'est juste un identifiant. C'est une donnée qui dit on a une vulnérabilité là, il y a une description, il y a un score qui est donné. Ça, c'est ce que vous voyez fréquemment. En fait, on va venir les relier à des CPE qui viennent exprimer en fait dans quelle configuration la CVE s'exprime. 2 fois le mot exprimer.
On va expliquer par la suite ce que c'est, et on valorise aussi ces CVE par des CWE qui permettent de catégoriser. Donc ça, en fait, c'est le boulot du NVD. Eux, ils récupèrent des CVE et ils les valorisent avec des CPE et des CWE. Cette valorisation de données-là, elle est primordiale parce qu'en soi, une CVE, on n'en fait pas grand-chose sinon. Hormis dire, il y a une faille à cet endroit, on ne va pas pouvoir le traiter par des SIUM, par des agents de scan. Donc on a vraiment besoin de cette valorisation. Petite parenthèse sur le fonctionnement de la base de CVE. Comment ça fonctionne? On a des chercheurs qui font de la recherche de vuln à la base, qui communiquent ces informations-là auprès de CNA, donc les Common Numbering Authority, qui font partie en fait d'un grand réseau de CNA, qui s'appelle une CNA MAP, qui est gérée par le NIST, et qui en fait donne un identifiant, vérifie que la CVE est réelle, que c'est justifié, envoie ça dans la base de CVE, et après il y a tout le traitement habituel avec la NVD qui vient valoriser avec leurs analystes, d'autres CNA peut-être qui peuvent apporter des informations, qui donnent un score, qui donnent d'autres configurations. Et donc voilà en fait un peu l'environnement de base du NVD. Mais alors du coup, quid de CVE.org, OpenCVE et tout ce genre de sites qui font des listings de CVE? En fait, ils se basent tous sur des données, qui sont donc une base de données internationale. Donc en fait, tous ces sites-là se basent sur le NVD. Donc quand vous voyez un site qui vous fait un listing comme CVE Details ou ce genre de trucs, qui font des listings en fonction des vendors, qui vous disent voilà ces configurations-là, en fait, ils vous font juste un autre visu de la NVD. Donc ce que je vous propose, c'est rapidement de voir en fait une fiche de CVE. Donc là, par exemple, je prends la CVE 2021-28-378, qui est une faille sur Gitee. On va juste l'analyser rapidement. Donc c'est très simple, hein. On voit en haut qu'on a une description de CVE qui est la même que celle de l'analyse de CVE. Alors la raison derrière celle-là, c'est parce que la description de la CVE, en fait, c'est le résultat de ce que l'analyste a étudié. Donc en fait, la description que donne l'analyste, c'est la même. Ce qui du coup est un peu, n'a pas trop de sens au final qu'on ait séparé les deux dans le temps. À droite, on retrouve un bloc avec nos métriques temporelles. Donc tout ce qui va être en fait la date de publication et la date de dernière modification, qui ont un intérêt en fonction de ce qu'on fait. Si par exemple on travaille dans un CIEM, on peut dire cette CVE, elle a été publiée à telle date, on l'a détectée 2 mois après. Et bien pendant 2 mois, la CVE existait, on était au courant que cette CVE existait, mais on n'a pas été capable de la détecter. Donc ces données de temps nous permettent vraiment de créer des analyses sur nos processus, notamment, et en fait d'évoluer, voilà, de dire là on a été mauvais, 2 mois c'est quand même long pour détecter. On a un bloc en dessous qui est le bloc de sévérité. Donc là, ça tombe bien parce que justement, on a deux CNA qui les ont proposés. Donc on a en premier le NIST via la NVD, donc qui est du coup le noyau du réseau, et le CNA qui a publié la faille à la base, qui est le MITRE. On voit que les deux ont un vecteur de CVSS 3.1, je vous laisserai aller voir la spec si jamais ça vous intéresse, qui ont donné des scores différents. Donc ça, c'est toujours un peu une bataille de qui a raison sur quoi. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans les CNA qui a raison plus qu'un autre. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que dans tous les cas, on aura à peu près un score qui aura de l'intérêt. Si on passe un petit peu en dessous, on retrouvera une section avec les références qui sont liées, qui sont référencées via des tags, qui nous permettent de dire, voilà, par exemple, le lien, c'est une information sur la release, ça vient du vendor. Ensuite, ça comprend un exploit, et le dernier, c'est un patch. Voilà, ça donne des informations qui sont aussi traitables automatiquement. Ça, c'est une énumération, les tags. Donc en fait, on a la liste exacte de ce qu'ils peuvent, valoir. Et donc nous, quand on va traiter les données de l'API, on va pouvoir dire, par exemple, je suis encore une fois dans un CIEM, et je veux que mes analystes aient rapidement les informations quand il y a une mise à jour sur est-ce qu'il y a un exploit qui est déployé, est-ce qu'il y a un patch qui est connu, est-ce qu'il y a une release qui est déployée. Donc, quelles sont les mesures qu'on va pouvoir prendre? Ça, on pourra le faire automatiquement, justement, grâce à ces ressources-là et ces tags. En dessous, on retrouve du coup un tout petit bloc, rarement plus grand que 3 lignes, de CWE, qui du coup sont ces données issues de la valorisation par le NVD, qui viennent donc du coup classer les failles, comme je vous le disais. Ça, ça a un intérêt, encore une fois, comme je vous le disais précédemment, pour définir, en fait, faire des analyses, par exemple. Je suis quelqu'un qui travaille dans la sécurité, dans mon entreprise. On a des CVE qui sortent assez fréquemment. Bon, voilà, c'est un process habituel. On a fait des boulettes, c'est pas grave. Et on veut analyser, quels sont, par exemple, quel est le domaine où on planche vraiment le plus. On va classer toutes nos CVE, on va regarder les CWE, et on va dire, je sais pas, la CWE 127, c'est celle à laquelle on est le plus vulnérable. Donc, on va produire un effort là-dessus. Ça nous permet de produire des analyses.
Et enfin, la dernière petite partie qui est intéressante, enfin, toutes sont intéressantes en soi, c'est notre bloc en fait de configuration. Donc c'est celui-là sur lequel on va s'intéresser ce soir et demain soir, puisqu'en fait, il nous donne du coup les configurations de la CVE qui nous donne en fait l'état dans lequel on va retrouver cette CVE, dans laquelle ça va s'exprimer. Là, dans ce cas-là, si on le lit rapidement, merci le son, on a une application du vendor Gitee, du produit Gitee, donc c'est une application Gitee, deux versions 1.12.0 à 1.12.6 incluses et 1.13.0 à 1.13.4 exclus. Donc voilà, si on est si c'est une Gitee dans cet intervalle de version, on est vulnérable. Voilà, c'est une façon très simple de lire. Là, c'est un cas très simple, sans trop de bizarreries. On pourra voir des cas demain qui sont vraiment bizarres. Et à la fin, on a un petit bloc, il faut cliquer dessus, qui est en fait l'historique des modifications qui nous permet un peu d'avoir de la traçabilité, de savoir ce qui a évolué dans le temps. Mais alors du coup, une entrée dans le NVD sur une page, en fait, c'est un ensemble de specs. On a vu les scores CVSS 3.1, donc ça, c'est les scores qui nous permettent de dire, j'ai un base score à 9.8, c'est une très grosse faille, c'est critique. Une faille avec un score de 2.0, bon, c'est pas primordial, elle est là, elle va être probablement très compliquée à exploiter, il faut des cas très précis, donc ça n'a pas tellement d'intérêt dans l'immédiat, en tout cas, c'est potentiellement pas d'intérêt. Les CNA aussi, c'est normé, donc ça, c'est ce que je vous disais avec le MITRE et le NVD, enfin, plutôt le NIST. Tout ça, c'est défini. Ils ont des comportements qui sont publics, qui sont donc les CNA rules et qui sont aussi publics. Si on veut créer son propre CNA demain, on peut le faire. Il faudra juste se mettre en conformité avec toutes les règles de CNA, communiquer avec le NIST et se faire approuver en tant que CNA. Et on a aussi dans le bloc de configuration, du coup, un ensemble de spécifications sur CPE, qui sont donc les NISTIR 7695, 7696, 7697, qui sont dans leur naming, name matching et dictionary, et qui sont des jolis bébés. La dernière release date de août 2011, et donc ça fait bientôt 11 ans qu'elles n'ont pas été mises à jour. Surprise, allez les lire. Mais donc ça, du coup, ce n'est qu'une page basique en fait d'une seule CVE. Si on regarde en fait les données de l'API, et on le fera demain rapidement, en fait, il y a beaucoup plus d'informations qui sont disponibles, mais qui ne sont pas affichées, qui n'ont pas forcément un intérêt majeur, mais en tout cas qui peuvent avoir un intérêt. Donc là, on a vu en fait l'environnement CPE, CWE et CVE. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Aujourd'hui, on est à presque 190 000 CVE, donc c'est un gros jeu de données, pratique pour l'analyse de données, si jamais vous voulez en faire un peu. Mais tout ça, en fait, c'est pas juste une finalité en soi. Les CVE, CPE et CWE, en fait, c'est juste un petit morceau de ce qu'on appelle le SCAP. Donc justement, le SCAP, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le Security Content Automation Protocol. Et ça, c'est quelque chose qui a été normé par le NIST, qui a été fait par la communauté. Alors la communauté consiste en 4 personnes, ça c'est un problème, qui est normé en fait par le NIST et notamment par la branche CRSC. C'est un ensemble de specs qui permettent l'automatisation de procédures de sécurité, de détection de CVE et ce genre de choses. Et donc en fait, cet ensemble de specs, que j'ai pas toutes mises là, en tout cas les principales, c'est la backbone de tout SIEM, scanner de CVE, outil de conformité SCAP. Et donc en fait, ça c'est vraiment le noyau de tout. Donc si on voit bien, nos configurations, en soi c'était juste ce petit morceau en bleu. Autour, on va retrouver Oval, Swid, XCCDF, TMSAD, plein d'autres éléments qui vont nous permettre en fait, selon la façon dont on va les utiliser, d'avoir des processus de sécurité, que ce soit du scan, que ce soit de faire des rapports d'audit, de la mise en conformité. Tous ces outils-là, genre OpenSCAP, typiquement, ça se base là-dessus. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a une 4e spécification à CPE, la 7698, qu'on ne verra pas, parce qu'elle n'a pas forcément d'intérêt ici. Elle est surtout là pour faire la liaison avec les autres spécifications du SCAP. Alors du coup, à quoi sert un si gros ensemble de spécifications? Quelle est la finalité du SCAP? Le SCAP, en fait, ça nous donne la capacité de faire appel aux spécifications selon notre cas d'utilisation. Par exemple, on peut faire des croisements normés possibles entre des bases de données. Typiquement, on verra des exemples après, mais on peut croiser la NVD avec ses CVE avec la base de la CISAKEV qui apporte des informations sur, on va pouvoir dire, OK, quelles sont les vulnérabilités les plus exploitées actuellement dans les attaques, je sais pas, quelles sont, on va les classer selon leur temps, selon des CWE ou quelques informations qui nous intéressent. Donc en fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le SCAP, en fait, c'est vraiment quelque chose de très souple. On en fait ce qu'on veut. Tant qu'on reste dans les normes, tant qu'on reste dans les façons qui ont été définies d'interagir avec les données et de les traiter, on peut en faire ce qu'on veut.
Typiquement, du coup, la NVD, c'est quelque chose qui exploite le SCAP. Ça exploite un petit morceau du SCAP, mais ça l'exploite. C'est utilisé pour détecter des CVE, c'est utilisé pour faire de la veille selon les scores. Voilà, il y a plein d'utilisations du SCAP. Alors, retrouver par exemple un autre exemple, la mise en conformité avec OpenSCAP. Vous avez peut-être déjà vu des trucs qui traînent sur des coins de bureau avec l'USB un peu bizarre, avec écrit XCCDF dessus. On va retrouver par exemple pour la mise en conformité PCI DSS sur les RHEL 7 des fiches XCCDF qui sont des gros formats XML bien horribles à lire, mais qui en fait vont étudier le système d'information sur lequel vous vous branchez et qui vont dire j'ai détecté que tu avais telle application d'installer. Et ça dans la PCI DSS ça n'est pas autorisé. Donc là-dessus tu n'es pas conforme. Donc les fiches XCCDF ça va vraiment faire le listing de ces points-là et dire sur ce point-là t'es pas conforme à ce qu'on attend. Sur celui-là t'es mieux. Donc c'est bien. On va aussi pouvoir faire de l'inventorisation automatisée et du coup normée. Ça va avoir un intérêt primordial pour notre détection de CVE, puisqu'en fait ça consiste en de la cartographie de SI. Et donc ça, c'est l'étape 1 de comment est-ce qu'on gère un SI. C'est le connaître. Donc on ne discutera pas de la totalité du SCAP, parce qu'on en aurait littéralement pour des jours, mais on va surtout se focaliser sur la surface de la stack CPE. Parce que, plusieurs éléments, déjà c'est un outil extrêmement puissant. Alors, vous trouverez des gens qui vous diront c'est un peu nul, c'est pas très puissant, on peut pas en faire grand chose. En fait ils ont tort, souvent ils n'ont pas lu la spec, même très souvent ils n'ont pas lu la spec, parce que pas grand monde le fait. Mais en fait on peut vraiment en faire beaucoup de choses. Ça utilise de la BNF, donc ça c'est aussi un peu primordial. Si vous ne connaissez pas ce qu'est la BNF, ça vous permettra de lire des RFC notamment. Énormément de RFC utilisent la BNF. C'est nécessaire du coup pour comprendre une fiche de CVE, comme je vous l'ai montré au niveau des configurations. Si on ne sait pas lire des CPE, on ne pourra pas comprendre comment faire de la détection automatisée. C'est impassable du coup pour la détection de CVE, et de toute façon c'est moi qui décide. Donc justement, le concept de CPE. Avant d'attaquer directement dans le vif du sujet de CPE, il faut qu'on fasse du coup un petit passage par la grammaire ABNF. Donc l'ABNF, qu'est-ce que ça veut dire? L'ABNF, en fait, ça veut dire Augmented Bagus Norm. C'est une grammaire au sens mathématique de la chose. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept de grammaire, en soi c'est simple. Je vous dirais d'aller voir sur Wikipédia pour ne pas me planter. C'est quelque chose qui est normalisé, donc c'est une chose qui est utilisée pour les normes et qui est du coup normalisée par les RFC 5234 et 7405 dans l'état de l'art. Il y en avait d'autres avant. Et il faut faire attention aux errata 3076 et 2968 qui viennent corriger la première de ces deux RFC. Pourquoi est-ce qu'il faut y faire attention? Parce que si vous ne les prenez pas en considération quand vous faites une implémentation de la BNF ou que vous voulez générer des cas de test, vous allez retrouver avec des trucs qui foirent à des endroits. Parce qu'en soi, la BNF, ça n'a qu'une seule façon de se parser selon la BNF. Si vous ne prenez pas en compte ces errata, vous allez trouver deux façons de le faire à chaque fois. Et donc du coup, si c'est pas idempotent et qu'en fonction de comment vous avez implémenté vos algos, ça change, vous allez vous planter. Faites le test si ça vous amuse. Voilà. Vous trouverez des outils qui se foirent en ligne sur la BNF. Du coup, en soi, c'est utilisé pour normaliser des bytes selon des règles. On verra par la suite. C'est compilable en regex si la règle est acyclique sur toutes ces règles avec un charset printable. Ça, on verra aussi que c'est pas le cas dans tous les cas, mais que c'est très pratique parce qu'au final, si on est capable d'écrire une grammaire en ABNF, dans la plupart des cas, on pourra la générer en regex et de façon très simple. C'est représentable par un diagramme de syntaxe, qui dit grammaire dit des graphes, et du coup, ça nous permet en soi de générer des parseurs et des jeux de tests pour la validation. Donc, avant d'attaquer, encore une fois, on fait que des tiroirs, sur la BNF, tout de suite, en fait, je vais vous montrer des cas concrets sur l'usage de la BNF. Déjà avec ce premier papier, qui en fait vous permet de générer des cas de test de règles ABNF. Donc ces petites personnes, Gruber et ses petits potes, eux ils ont... Ouais, merci Pauline pour les petits potes pour le AL. Eux ils sont surtout concentrés sur la génération de jeux de test en transformant en XML des arborescences d'ABNF et en faisant dessus. C'est catastrophique comme pratique, mais c'est le mérite de fonctionner un peu. Et c'est vraiment catastrophique. C'est utilisé typiquement dans la RFC 2616 qui normalise HTTP 1.1, donc en fait la base de ce qu'on utilise depuis au moins 30 ans. Là, on peut la retrouver dans la 5322 pour tout ce qui est lié à la stack de mail, on peut la retrouver au niveau de la 4517 au niveau de LDAP. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé. On verra encore des cas d'utilisation de la BNF demain.
Donc là, par exemple, je donne un petit diagramme de syntaxe de la règle ABNF en ABNF de rulename, puisqu'on peut écrire l'ABNF en ABNF. Sinon, ce serait pas assez amusant. Donc typiquement, si on regarde un petit peu cette règle, donc un diagramme de syntaxe, ça se lit de gauche à droite. Donc on va du gros point gauche jusqu'au gros point droit, et tous les chemins, les traits noirs, faut circuler dessus comme si on était genre en voiture. Donc, on commence du point gauche. La première règle qu'on va croiser, c'est une alpha. Donc on va chercher un caractère qui valide de l'alpha. Alpha, c'est une règle qui dit juste je suis un caractère qui va de A à Z, majuscule ou minuscule. Ensuite, on a plusieurs possibilités. On peut aller soit en haut et finir. Donc on pourra avoir une règle qui n'aura qu'un caractère qui sera une lettre. Ou alors, on a le choix, on peut aller à alpha, à digit ou à tiret. Alors on ne voit pas très bien sur la projection, mais c'est un tiret. Et ensuite, on peut boucler, on peut terminer ou aller en dessous. Oui. Deux traits noirs ou ça? Alors, parce que lui, si tu rentres là-dedans, tu vas remonter à ce niveau-là, tu vas arriver à cet endroit-là, cet embranchement-là. Et en fait, tu as soit le choix d'aller tout droit et finir, soit de repartir en bas et de reboucler. Parce qu'en fait, celui-là, il te fait passer par-dessus ce bloc-là. Donc soit tu finis, soit tu peux boucler et mettre d'autres caractères après. Fais comme si tu étais à vélo. Ah non, justement, il faut vraiment suivre ça comme si tu étais sur un... Enfin, comme si tu étais en voiture. Je sais que tu n'as pas le permis, mais il faut voir ça comme si tu étais en voiture. Tu ne vas pas à contresens. Tu avances toujours tout droit. Sauf si tu as un embranchement. Voilà. Donc, par exemple, cette règle-là, elle nous permet de valider les chaînes suivantes. Par exemple, example rule name, c'est valide, parce qu'on est passé par un premier alpha, le E, après on a mis d'autres lettres, un tiret, d'autres lettres, et c'était bon. Ça nous permet de valider alpha en majuscule, qui est aussi une règle. Jusque-là, c'est bon. Juste un A. Plein de caractères qui veulent dire je suis une tomate. Un A tiré, ou Seb qui s'énerve. Mais par contre, on voit bien que ça ne nous valide pas des chaînes non valides. Par exemple, juste tiré, c'est pas valide parce qu'il aurait fallu un caractère alphanumérique avant. Un A ou Z, on l'a pas. Une chaîne vide, non plus. Parce que ça voudrait dire qu'on aurait un chemin qui part du point à gauche jusqu'au point à droite, sans passer par une règle, et c'est pas le cas. On va retrouver un peu tous les caractères bizarres, et les caractères accentués non plus ne passent pas là-dedans. On parle bien de A à Z, et pas A à Z avec des accents compris. Je vous parlais de la compilation au regex de la BNF. Alors, cette règle-là, elle est assez simple, parce qu'en fait, pour compiler une regex, il faut qu'on n'ait pas de cycle sur les règles alpha et digit. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'il ne faut pas que la règle alpha s'appelle elle-même, ou que la règle digit ne s'appelle pas elle-même, et inversement, que la règle alpha n'appelle pas digit et que digit n'appelle pas alpha. Donc ça, c'est bon. Alpha et digit ne s'appellent pas entre elles. Alpha, c'est A à Z, et digit, c'est 0 à 9. Il faut que le charset existe en regex. Alpha A à Z, digit 0 à 9, tiré, c'est bon. On peut l'afficher. Donc, on respecte ces deux conditions, on peut le compiler en regex. Typiquement, résultat possible d'une compilation, on va avoir cette première regex en haut, où par la suite, en fait, on peut trouver plusieurs variantes. En soit des regex, on peut s'amuser à en faire des variantes dans tous les sens. Ça nous amuse, peut-être pas dans tous les sens non plus, mais tant qu'en tout cas ça respecte la grammaire ABNF de base, on peut la sortir et lui donner une vraie valeur. Mais alors du coup, depuis tout à l'heure, on parle de regex et d'ABNF, regex, de règles machin, mais à quoi ça ressemble vraiment? Et bien en fait, l'ABNF, ça ressemble à ce genre de chaîne. Là en haut, c'est la définition de rule name qui vaut alpha suivi d'un certain nombre de fois, ça c'est l'étoile. On a un groupe qui s'ouvre avec des parenthèses, suivi de alpha ou le slash, digit ou le tiret. Et donc en fait, c'est la règle qu'on a en dessous. Là, je vous ai pointé exactement chaque bloc pour que vous voyez correctement. Pourquoi est-ce qu'on a le chemin du haut? Parce que l'étoile, ça veut dire 0 à infini. Donc on peut juste mettre un caractère alpha. Est-ce que tout le monde voit un peu pourquoi? Ouais? Non? Bizarre? Ok, bon, on va assumer que... Quoi pour continuer? Est-ce que tu as répété la question plus fort, Esteban? Non, c'est ce que vous avez compris un peu le début de la grammaire ABNF. Ok. Voilà. Pourquoi est-ce que ça se représente comme ça? Voilà. Donc, l'ABNF, ça comprend aussi dans la RFC 5234, donc la RFC à l'état de l'art, la RFC noyau, on va dire, de l'ABNF, ça comprend un ensemble de règles noyaux pour supporter un nombre de cas fréquents. On a un premier support des caractères alpha, des caractères digit, des bits donc 0 et 1, exigit 0,9 à AF, SP pour l'espace, diquote pour le double quote,
et d'autres encore qui par contre n'ont pas forcément de compilation possible en regex. Ça, je vous laisserai regarder si vous trouvez ça marrant. Mais en tout cas, ça existe. Alors du coup, comment lire vraiment de l'ABNF? Parce que là, on a vu des cas simples, mais après, on va avoir des cas un peu plus complexes. On va retrouver principalement quelques éléments. On va retrouver A/B. Donc ça, c'est une alternative. Donc c'est soit la règle A, soit la règle B. On va retrouver une concaténation, qui est donc une suite de plusieurs règles. Là, on va avoir A puis B. Donc d'abord, on respecte la règle A puis la règle B. Un groupe avec des parenthèses. Une répétition qui se compose d'une borne inférieure et supérieure. Donc c'est là où on a quelques petites magouilles qui commencent à apparaître. Typiquement, si on a un chiffre avant une règle, ça va être ce nombre de fois la règle. Et donc c'est pour ça qu'une règle, rule name, ne commence pas par un chiffre. Parce que sinon on peut avoir des petites bêtises qui se glissent. Ni par un tiret, parce que ça pourrait créer ce qu'on appelle des ranges, tout simplement. Parce que le tiret est utilisé pour faire des ranges en ABNF. Donc ça, c'est le cas où on cherche vraiment à respecter une règle un certain nombre de fois, qu'un nombre fixe. Ensuite, on va retrouver une deuxième syntaxe qui est étoile un chiffre et une règle, ou un groupe, ou voilà, quelque chose. Donc ça, c'est de 0, je précise pas le 0, à ce nombre-là de fois la règle. Donc voilà, par exemple, c'est de 0 à 3 fois la règle A. Et enfin, on va avoir une syntaxe qui contient toutes les bornes de nos possibilités. Là, par exemple, 2 étoile 3A, c'est 2 fois la règle A ou 3 fois la règle A. Si c'était 2 à 5, ce serait 2 fois la règle A jusqu'à 5 fois la règle A. Et enfin, on a un dernier petit élément primordial qui est l'option, qui est en gros, bah, là, dans ce cas-là, j'ai la règle A ou non. C'est peut-être. Comme par exemple, dans une URL, on met pas forcément le port. Bah, dans la RFC, c'est en option. C'est comme ça qu'on la représente en option. Ça équivaut techniquement à étoile 1A. On peut le représenter comme ça, mais en tout cas, il faut savoir que dans les deux cas, on peut le traduire dans un sens comme dans l'autre. Ça a la même signification, même sémantique. Donc, il y a quelques autres petites règles, mais rien de primordial. Pour ceux qui voudraient, au niveau de la précédence des opérateurs, ça se passe dans ce sens-là. D'abord la règle, ou la pros value, qui est en fait une chaîne de caractères, ou la terminal value, on va passer. Le commentaire qui apparaît en fin de ligne, la value range qui est une range de données, la répétition qui est un certain nombre de fois un élément comme on l'a vu par exemple avec les 2A, les étoiles 3A, les groupes et les options, les concaténations et les alternatives. Alors du coup, à quoi ça ressemble vraiment la BNF? Eh bien la BNF c'est ça. Là je vous ai pris le cas de la RFC 5234 donc qui définit la BNF en ABNF sans les errata et la dernière RFC qui l'a mis à jour. Donc c'est un sacré bloc, c'est pas forcément des plus lisibles, et c'est pour ça que j'ai fait un diagramme de syntaxe à côté. Le diagramme de syntaxe n'est pas forcément plus lisible. Il permet de mieux visualiser, mais en fait c'est énorme. Si jamais vous voulez le diagramme, il est sur Wikipédia. Voilà. Parce que je passe du temps à faire des trucs intéressants dans ma vie, et je les mets sur Wikipédia. Donc comme on peut le voir, en fait, on a vraiment un gros ensemble de règles qui définissent la BNF. Et si on regarde, donc on commence de tout en haut, on a une liste de règles qui contient un ensemble de règles. Les règles, elles ont des rule names, elles sont définies comme des caractères, ça peut être des alternatives, voilà, etc., etc. Voilà sur le point comment lire de la BNF. Je vous disais aussi que la BNF, du coup, ça peut se représenter par des graphes. Alors, ça c'est une propriété qui est marrante dans les grammaires. C'est qu'une grammaire, en fait, on va souvent la représenter par un graphe pour comprendre de quel état on peut passer et vers quel état. La BNF, du coup, n'y fait pas exception. Et ça nous permet de nous rattacher à du parcours de graphes pour la génération de cas de tests, de validation d'entrée, de calcul du plus court chemin. Par exemple, sur la règle rule name, un cas très simple. Le plus... Oui, l'orthographe, oui, bah, je sais, hein, ça va. Hein. Merci Paul Corel pour la relecture en live. Donc typiquement, bah, la règle rule name, on peut la traduire facilement du coup par le graphe à droite qui représente du coup la grammaire. On commence avec la flèche au niveau de la règle alpha. Alpha peut terminer, c'est pour ça qu'il y a deux cercles, un inscrit dans l'autre. Et après on peut transiter au niveau d'alpha, de digit ou du tiret, passer de l'une à l'autre, répéter plusieurs fois certaines règles. Donc c'est comme ça qu'en fait on va vraiment représenter notre graphe. C'est comme ça qu'on va générer nos cas de test. C'est pour ça que quand on parse ça en XML et qu'on essaie de générer des cas de test, bah, c'est une catastrophe parce que l'XML et ça, il y a beaucoup de cas qui sont couverts par les XML, mais pas ça. Enfin, en tout cas, pas des cas aussi complexes. Alors on va retrouver quand même quelques bizarreries dans la BNF. Par exemple, les chaînes de caractères comme entre quotes ABC, ça valide certes ABC en minuscule,
Mais ça valide aussi grand A, petit b, grand C, ou petit a, grand B, grand C. Parce qu'en fait, les chaînes de caractères par défaut, dans la BNF, sont insensibles à la casse. Si vous voyez les implémentations qui, à la base, se basent sur des RFC, vous allez taper des caractères majuscules, vous allez voir le nombre de libs qui plantent. Il y en a vraiment beaucoup. Ça, comme ce matin, pour ceux qui étaient là, si vous voulez farmer de la RFC, c'est le bon plan. De farmer des CVE, pardon, c'est le bon plan. Alors, ça n'aura pas des gros impacts, mais par contre, vous pourrez peut-être faire cracher des programmes comme ça. Si jamais vous voulez rendre du coup vraiment insensible à la casse, vous avez deux possibilités. Soit vous supportez la RFC 7405 qui est juste faite pour ça, et vous mettez un %S devant la chaîne de caractères, donc il va vraiment valider la casse. Soit vous écrivez tous les caractères exacts que vous voulez, avec leur valeur en bytes. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de RFC, d'implémentations qui se plantent, ou même de RFC tout court d'ailleurs. Tout simplement parce qu'en fait, on oublie ce cas fréquemment. Un nom de règle, pour rester dans Roolname, peut contenir autant de tirets qu'on veut, tant qu'on a une première lettre donnée. Donc par exemple, A tiré, c'est OK, B plein de tirets, c'est toujours OK, et A avec plein de tirets, B des caractères au milieu, des chiffres ou quoi, c'est toujours OK. Donc faut pas s'attendre à ce que la BNF fasse de la validation sémantique par défaut. Ça, ce sera à vous, de votre côté, de valider les données, en tout cas sur leur sens, parce que ça, c'est valide. Vous pouvez écrire de la BNF avec ce nom de règle, aucun problème. Et comme je vous le disais, pour la génération, la compilation plutôt en regex, il faut une règle en tout cas peut s'auto-référencer. Donc si vous générez un parseur d'ABNF et que vous laissez un utilisateur balancer des entrées comme il le veut, il va potentiellement pouvoir vous balancer la règle A égale A, donc la règle qui s'appelle elle-même suivie du caractère A. Et vous allez chercher à générer le cas de test le plus long. Donc vous rentrez dans A, vous dites OK, quelle est ma règle? Je vais aller dans A. On rentre dans la règle A, je vais aller dans la règle A. On rentre dans la règle A, je vais aller dans la règle A. Et vous continuez comme ça indéfiniment jusqu'à ce que ça plante. Même si on met une étoile avant qui du coup pourrait potentiellement faire qu'on a 0 fois le caractère A, si on cherche à générer encore le cas test le plus long possible, on va quand même rentrer dans A, parce que ce sera le nombre de fois infini de A qu'on voudra. Et en fonction de notre implémentation, il va peut-être se dire je vais commencer par un tronçon de 1024 blocs. Et il va le faire 1024 fois plus vite. Donc la BNF, c'est cool, mais ça peut être dangereux en fonction de ce qu'on fait. Donc si jamais vous vous basez sur quelque chose qui processe de la BNF un jour, j'ai peu d'espoir, mais on sait jamais, faut faire gaffe à ce genre de choses. Faut regarder les petits cas un peu edgy. Bon. Je vous propose de fermer la parenthèse de la BNF maintenant, et je vous propose de passer vraiment au CPE. Alors, vient la question de comment on dresse un inventaire en informatique. N'hésitez pas à lever la main. Erwan. Avec le stagiaire n'est pas une bonne réponse, c'est la méthode plutôt qui est intéressante. Oui, alors ça fait partie de la méthode, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on va process pour faire une cartographie. Ouais. Alors, vous aimez tourner autour du pot. Oui. Ah non. C'est effectivement une assez bonne pratique, et c'est un peu comme ça qu'est structuré les CPE. Typiquement, au niveau des CPE, on va catégoriser en 3 grands groupes majeurs qu'on appelle la part, qui est le premier élément d'une CPE, qui définit si on a une application, un OS ou un hardware. On va catégoriser dans ces 3 groupes-là. Donc typiquement, là, je vous ai montré, je vous donne un SI, alors c'est pas un vrai SI, hein, je vous rassure, c'est plein d'applis dans tous les sens. Mais en gros, on se dit, moi dans mon SI, j'ai tout ça qui tourne. Et je cherche à faire un inventaire qui est un peu propre. Et du coup, je vais classer tout ça. En fonction, comme je disais, du coup, de ce qui est matériel, des OS et des applicatifs. Petite précision avant d'attaquer sur comment on sépare. Il faudra aussi que dans notre inventaire, on puisse comprendre des choses comme la version d'un composant, son update, sa langue, sur quoi il est censé tourner au niveau ce qu'on appelle le target hardware et le target software. Donc si c'est un M264, si c'est du Docker, si c'est un Linux, si c'est un Debian, si c'est un Windows 10, ce genre de choses. Donc, comme on le disait, on commence par classer par type. Donc, AMD Cisco, hardware, CentOS, Parrot, Ubuntu, les OS, et tous les applicatifs par la suite. Donc on va surtout se retrouver avec des applicatifs dans les CPE, évidemment, parce qu'on ne fait pas des OS et des hardware tous les matins non plus. Mais ça, du coup, c'est pas une solution satisfaisante. Parce qu'en soi, là, on n'a pas encore les informations. Par exemple, CentOS dans quelle version? Firefox dans quelle version? Quel update? Go, on en est où? Pour quelle plateforme ça a été construit?
compiler plutôt, que construire. Donc on va commencer à le faire. Je vais dire c'est un Cisco 3945. Hop, allez. AMD Ryzen Threadripper Pro. CentOS, ça va être un 6.7, Parrot un 5.0, Ubuntu un 20.04 LTS. On va pas le faire partout parce que ça va être très long. C'est un process qui demande beaucoup de temps de le faire, de vraiment cartographier précisément chacun de ses composants. Mais c'est primordial en fait pour la détection de CVE, qui sera encore une fois le sujet de demain. Donc ça en fait c'est vraiment la première étape quand on veut faire un inventaire et une cartographie précise. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que CPE? Eh bien CPE en fait c'est Common Platform Enumeration et c'est un concept qui a été introduit par le NIST pour représenter des composants informatiques. Quand on va écrire une CPE, donc qui est une chaîne de caractères comme je vous ai déjà montré, on va parler d'extension. Vous verrez pourquoi, mais en fait une CPE c'est un ensemble qui peut avoir beaucoup de sous-ensembles. Je le dis en fait, je vais par la suite. Et vu que c'est des ensembles, on va pouvoir procéder à des calculs d'inclusion et d'égalité. On va avoir des ensembles au final discrets qu'on va pouvoir comparer. On a un système dans CPE de wildcard et de champs variables. Alors qu'est-ce que c'est wildcard? On peut avoir tous les caractères qu'on veut. Champ variable, on peut avoir un caractère inconnu à un endroit. Donc le point d'interrogation on le remplace par un caractère, l'étoile on le remplace par ce qu'on veut. Ça peut être 150 caractères ou pas de caractères. Tout ça, donc c'est normé par la stack CPE du SCAP, on y revient. Donc les NISTIR 7695, 7696, 7697 et 7698, qui sont dans l'ordre Naming Specification, qui définit comment est-ce qu'on crée une CPE. Name Matching, qui nous explique comment est-ce qu'on fait les calculs d'inclusion sur les ensembles. Dictionary, qui nous explique comment est-ce qu'on fait les dictionnaires de CPE. Ça, on l'expliquera rapidement demain. Et le dernier, Applicability Language, qui nous explique comment on va interagir avec les autres éléments du SCAP via du XML. Comment est-ce qu'on traduit nos éléments, nos ensembles, vers du XML pour nos mesures et nos calculs. Dans sa première version, CPE, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, un composant, ça a un nom, c'est cool, ça a une version. Voilà, bonne journée. Donc avec ça, débrouillez-vous. Sauf que non, en fait, les updates, les éditions, le langage, le target hardware, le target software, quand on fait du C, on sait vite que ce genre de considération, c'est primordial. Puisque ce qu'on va compiler va complètement dépendre de la plateforme pour laquelle on le compile. Aujourd'hui, on est à la version CPE v2.3 Release 4 du 11 août 2011. Nous sommes en 2022, la spec n'a pas bougé. Donc bientôt, elle aura 11 ans. C'est cool, on va pouvoir commencer à l'emmener au collège. J'ai pas plus de trucs à ajouter, hein. Ça fait 11 ans, lisez la spec, vous verrez les trucs marrants. Une CPE, donc, c'est constitué de 11 champs. Je vous disais, une CPE aujourd'hui, on a besoin de représenter beaucoup d'éléments. Donc on va toujours les retrouver dans cet ordre-là. On va retrouver la part, qui est une énumération, qui dit si c'est une application, un OS ou un hardware. Ensuite, on va avoir le vendor. Les petites étoiles, on y reviendra après. On va avoir le vendor, donc qui est en fait le producteur du composant. Par exemple, Cisco. On a vu le 3945. On peut dire, je sais pas, moi j'ai une application qui est un GitLab. Voilà. J'ai un GitLab déployé chez moi. Le vendor, ce sera GitLab. Le produit, c'est le nom du produit. Si c'est GitLab, c'est encore GitLab. Donc on va voir GitLab, GitLab. On a beaucoup de produits qui ont ce genre de nom. Pourquoi? Parce que ces entreprises, ils se créent pour un seul produit. Donc c'est sympa parfois. On va retrouver par exemple Nextcloud, WordPress, Gitty, Rocketchat. Mais en fait, c'est une information qui est super redondante. Ça, on n'a pas de solution. On va retrouver ensuite le numéro de version, qui est la version du produit, l'update, par exemple RC2. Si vous voyez des serveurs Windows 2008 RC2, RC2 c'est la version d'update. Donc c'est là qu'on le met. L'édition qui est un champ déprécié en V2.3 mais qui est issu de la V2.2 et qui est remplacé par les 5 champs suivants. Pourquoi? Parce que dans l'édition à la base ils ont marqué le language, la software edition, target software, tous ces genres de choses. Et en fait c'était souvent une catastrophe quand on commençait à vraiment utiliser le champ édition parce qu'on était obligé en fait de faire de la magouille pour dire ok alors c'est comme ça que je fais ma correspondance ou quoi. Donc ils ont remplacé ça et c'est pour ça que 2.3 a été introduit. Donc justement, le language, c'est tout simple, la langue du produit. FR, EN, DN, voilà, on s'amuse à faire n'importe quoi. Tant qu'en tout cas, ça respecte la spec, donc NISTIR 7695, section je sais plus combien, mais en tout cas celle de la langue, qui est basée sur la RFC. Le target software, qui peut par exemple, qui est le programme qui fait tourner le produit, Docker, Linux, Windows. Le target hardware, qui est l'architecture sur laquelle tourne le produit, MD64, ARM, etc. Et Other, qui est là, on va dire pour le futur,
mais qui pour l'instant n'a pas encore trouvé d'utilisation. Il y a 0 cas dans le NVD ou dans le CPU Dictionary du NIST qui utilise Other. Si jamais un jour vous y trouvez un intérêt, faites une contribution. Mais jusque-là, on n'en a pas trouvé en 11 ans. Donc, tous ces champs qui étaient marqués d'une étoile, donc je les remets rapidement pour que vous les voyez, donc tout ce qui est vendor, product, version, update, edition, language, software edition, target software, target hardware, Other, donc les 10 autres champs, language peut être encore plus normé, ils doivent respecter justement une règle ABNF qui s'appelle AVString, qui est définie dans la figure 5. Alors on ne voit pas très bien en bas. La figure 5.1, qui s'appelle donc ABNF Grammar for Attribute Value String. Si jamais vous voyez un truc par la suite qui s'appelle AV, c'est Attribute Value. Tout simplement. Une association entre un attribut et une valeur. Donc attribut, c'est genre part de vendor, et la valeur, c'est ce que ça vaut. Donc comme on voit, je ne sais pas si vous mémorisez un petit peu rapidement la taille de la grammaire ABNF écrite en ABNF, c'était un pavé presque aussi gros. Donc une règle AVString d'une CPE, c'est horrible la façon dont c'est normé. Justement, vu que c'est horrible, j'en ai fait un diagramme de syntaxe. Je fais les diagrammes, c'est plus simple à lire. Ça commence en haut à gauche. Alors, si on part d'en haut à gauche, on ne voit pas très bien les circuits. Et donc on a deux choix tout de suite. Soit on part vers body en haut, soit vers spec-chars. Vous noterez, peut-être pas tellement, que spec-chars, il y a un caractère en rouge dedans. Un underscore. Vous vous rappelez rule name? Alpha suivi de alpha digit tiré. Ils ont mis un underscore. C'est littéralement la deuxième règle définie dans leur grammaire. Voilà. Donc vraiment, ouvrez les specs, lisez-les, vous allez trouver des trucs marrants. C'est pas fatal, je vous rassure. C'est juste qu'ils savent pas écrire. Après ces chemins, on peut avoir plusieurs embranchements. Par exemple, si on va en bas, on peut tout de suite passer au dernier spec-chars ou à la fin, ou alors on va dans body 2. Après, on peut itérer sur les body 2. On peut retourner dans le spec-chars d'en haut, on peut finir. Donc déjà, on est sur la première règle, c'est déjà le bordel. Ensuite, on a du coup les spec-chars, comme je vous le disais, qui est soit spec 1 une fois, puis un certain nombre de fois, soit spec 2 et on finit. Spec 1 et spec 2 dans l'ordre, c'est un point d'interrogation et une étoile, donc le caractère variable et wildcard. On va pas tous les faire, mais donc en gros, c'est surtout pour vous montrer qu'une règle AVString, enfin que la règle plutôt AVString, c'est énorme, c'est très complexe à parser. Et si vous regardez dans les implémentations de CPE à travers plusieurs libs, OpenSCAP ou quoi, vous verrez qu'il ne vérifie pas la syntaxe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de parseur qui existe pour ça. Il n'y a pas eu de recherche qui a été menée pour dire, voilà comment est-ce qu'on va parser le truc. Ça fait 11 ans que la spec existe, ça fait 11 ans qu'il n'y a pas de parseur. Retenez-en ce que vous voulez. Justement, j'en ai fait aussi un graphe. Enfin, en tout cas pour la grammaire. Pour vous représenter un peu plus les états dans lesquels on peut passer. Donc c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de points d'entrée et beaucoup de points de sortie. Pour rappel, les points d'entrée, c'est là où il y a des grosses flèches qui arrivent sur la gauche. Et les points de sortie, c'est tous les cercles qui ont deux cercles. Tous les points qui ont deux cercles. Donc on voit que c'est presque à chaque fois, on rentre, on sort tout de suite. Donc c'est un petit jeu de poupée russe. Et si on se dit, par exemple, je vais prendre AVString et je vais remplacer spec-chars par ce que ça vaut. Donc par exemple, je prends spec-chars, spec 1 et spec 2, là, le petit morceau, je le remplace. Donc on va dire, après spec 1, je peux aller soit spec-chars d'en haut à droite, soit body 2, spec 2, voilà. En gros, je compile ma grammaire pour en faire juste une grosse grammaire. J'ai commencé à le faire à droite. Au bout de 25 minutes, j'ai eu envie de me tuer. J'ai fait, facilement 4 règles. Rappel du nombre de règles, tout ça. J'en ai fait 4. Autant vous dire que tous les chemins possibles, comme vous le voyez un peu à droite là, c'est extrêmement illisible. Donc effectivement, il ne fallait pas s'attendre à avoir un parseur qui existe un jour. Donc c'est une monstruosité d'embranchement, on n'a pas de bon parseur qui existe, en fait on n'en a même pas, et le NIST n'en propose pas dans sa spec. Ça c'est comique, parce que quand on propose un truc normé avec des implémentations, des morceaux de code pour dire voilà comment est-ce qu'on processe les données, c'est marrant de ne pas dire comment est-ce qu'on parse la donnée, pour la vérifier. Mais donc du coup, est-ce qu'il existe une bibliothèque, un module qui traite de ça? Oui, il y en a, beaucoup. Mais personne ne le fait, parce que ça nécessite de savoir parser de la BNF, ça nécessite de savoir faire du parcours de graphe, et de la génération d'un parseur efficace. Et c'est pas spécialement trivial comme exercice. Donc, pour en revenir au niveau de notre inventaire, justement, il doit être normalisé. Et pour ce faire, on va utiliser des CPE. Pour reprendre les 5 exemples qu'on avait avant, notre Cisco 3945, on va venir écrire que c'est une CPE, 2 points, le caractère séparateur, 2.3,
version de l'aspect de CPE. 2.O, donc c'est un OS de Cisco de 3945. Ensuite, on a un tiret. Le tiret, il signifie non applicable. Donc ça veut dire que les 3945, on s'en fout de la version. C'est un 3945. Ensuite, on a les étoiles. Donc ça peut être... Je vais mettre pas très loin. Donc on peut avoir n'importe quelle édition, n'importe quel update, n'importe quel target software ou quoi. Parce qu'en fait, c'est un 3945, c'est un OS de Cisco. Il est fait pour tourner sur du matériel Cisco, donc ça n'a pas d'intérêt de préciser ça. On va voir AMD, pareil, on peut le traduire. AMD Ryzen, Threadripper, Pro, c'est la Software Edition, Parrot pareil, Ubuntu pareil. Donc vraiment, tous les composants informatiques, on peut leur retrouver, et en fait on doit leur retrouver, une correspondance en CPE. Donc ce qui est sympa, c'est que si on est capable d'avoir un inventaire qui est traitable avec le même format, on va pouvoir commencer à faire des manips intéressantes. Donc justement, là c'est un peu le côté où je mens de la conférence, chaque CPE se lit facilement et décrit un ensemble correspondant. Ça ne se lit pas forcément facilement. Dans la réalité des cas, si vous regardez dans le NVD et que vous allez chercher au niveau de Cisco, Symantec, Microsoft, Intel, vous allez trouver des chaînes de caractères, et ben pour les lire, il faut vous accrocher. Hein. Pour les parser, c'est encore pire. On verra demain. Chaque CPE aussi de votre inventaire devrait être le plus précis possible. Si vous écrivez par exemple le cas de Cisco de 3945, c'est un cas simple, c'est pas vous qui avez la main dessus. Si vous prenez par exemple une image Docker d'un Gitty, tiens, je connais bien Gitty. Prenez un Gitty, vous allez devoir dire que c'est un Gitty en telle version, peut-être l'update sera intéressante, la langue sera potentiellement intéressante, donc Gitty c'est configurable à chaud, donc c'est pas un problème. Ça on ne précise pas, on mettra une étoile pour dire la langue, on s'en fout. Le target software, on est sur une image, on est sur un binaire, on est sur une image Docker, on le précise. Soit ça va être du Linux, soit ça va être du Docker. L'architecture, pareil, M64, RM, tout ce qui vous amuse, tout ce qui est compilable en Go. Derrière Gitty, c'est du Go. Donc voilà, c'est vraiment, il faut dans votre inventaire que ce soit le plus précis possible. Si ça n'est pas assez précis, vous auriez deux cas. Soit votre détection de CVE, pour rester dessus, va foirer parce que c'était pas assez précis et donc vous êtes passé à côté. Soit ce sera trop précis pour ce que c'est, et en fait vous allez matcher absolument tout. Enfin, trop précis, ce que j'entends par là, c'est si vous avez un truc trop large qui dit juste j'ai un Gitty, tout ce qui tombe sur Gitty, peu importe la version, va matcher. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une CPU la plus précise possible. Si on prend l'exemple de Cisco 3945, on va pouvoir du coup séparer tous les champs, comme je vous le disais. La part c'est un OS, le vendor Cisco machin. Donc c'est comme ça en fait qu'après on va venir traiter chaque élément unitairement, selon la règle AV-string, selon les règles qui s'appliquent dans le NISTIR 7695 et 7696. Typiquement cette règle, si on la lit, si on la verbalise, ça nous donne tout OS de Cisco 3945, la version n'étant pas applicable, de tout update, langage, édition logiciel, architecture cible et autres, correspondent à ça. Donc là, c'est encore une fois un exemple assez simple, puisque c'est un 3945, on n'a pas la main dessus. Alors là, on arrive à la partie où il faut s'accrocher. Salut. Les wildcards, donc qui signifie ENI, donc étoile, ça crée des ensembles. Pourquoi ça crée des ensembles? Bon là, c'est encore une fois pas le meilleur exemple avec le 3945, mais typiquement, si on va dire Gitty, ben on va avoir une compilation de Gitty pour Linux, pour Docker, on va avoir des compilations pour les ARM, pour les AMD. Les architectures changent, x64, x32, x86, ce genre de choses. Du coup, en fait, c'est des ensembles. Puisque si on met une étoile, par exemple pour le target software, on va target les Linux, les Docker, les Windows, tout ce genre de choses. Et donc, en fait, on obtient énormément de variantes. Alors, le diagramme est peut-être un peu gros, mais c'est un peu l'idée de la chose. C'est-à-dire qu'on peut préciser, par exemple, un update et un software édition. Et on décide aussi, alors je ne suis pas assez grand, mais de préciser une langue dans notre CPE. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on va tomber dans des cases et qu'on va voir énormément de possibilités. Je n'ai pas dénombré le nombre qu'il y en a parce que j'avais un peu la flemme, mais il y en a beaucoup. Donc vraiment, les CPE, on voit qu'au niveau d'AV-string, c'est une usine à gaz, et on voit qu'en fait, dans l'utilisation, ça peut produire beaucoup de choses. Donc quand on me dit qu'une CPE, c'est un outil un peu nul, c'est pas puissant, voilà. Votre réponse, c'est pas puissant. Donc, je ne sais pas ce qu'il vous faut comme solution, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, si on regarde un peu au niveau des possibilités définies dans donc le NISTIR 7695, qui est un équivalent de RFC si jamais, toutes les règles qui peuvent s'appliquer à chaque champ. Donc le part, comme on a vu, regardez pas le smiley en bas,
Les parts, on a vu que ça pouvait être soit un hardware, soit un OS, soit une application. Ou alors, ça peut aussi valoir dans l'aspect techniquement any. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, on va dire, je veux toutes les CPE, avec du calcul d'inclusion, je veux toutes les CPE de Cisco. Mais peu importe la part, peu importe le produit. Donc je vais mettre CPE 2.2.3, 2 points étoile pour la part, 2 points Cisco, 2 points, et après étoile, point, enfin étoile 2 points, machin pour tous les champs, pour avoir les 11 champs. Le vendor, product, version, update, tous ces champs-là, c'est AVString, any ou NA qui s'applique. Donc AVString, c'est une règle ABNF, ce qu'on appelle la string, en fait, tout simplement. Ou alors, en dessous, les valeurs logiques, any ou NA. J'ai déjà expliqué le concept. Juste pour language, je précise, ce qui s'applique, c'est soit l'AVString pour le cas le moins robuste, soit ce qui est recommandé, c'est la RFC 5646 sur, de mémoire, la partie juste des langues et des régions. Je crois que c'est ça précisément qui target. Donc si vous voulez une implémentation robuste, il faut aussi implémenter la RFC 5646. Alors c'est pas la plus complexe et elle est écrite en ABNF. Donc comme on peut le voir, c'est très coûteux à vérifier en ressources. Parce qu'on peut en fait donner des extensions qui sont complètement illisibles sans vérifier la valeur sémantique en fait de la chose. Comme je vous disais, sur les chaînes de caractères de tailles différentes, les caractères hexa, donc A à Z, ils peuvent être minuscules et majuscules. Et bien dans l'aspect du NIST, ils ont mis ça. Enfin, ils ont mis en tout cas CPE minuscule comme en tête. Donc on peut écrire des CPE avec des majuscules. On peut s'amuser à faire des trucs bizarres. Si vous balancez ça à un programme qui traite des CPE, une chance sur deux de le planter. Après, on peut mettre des champs qui n'ont pas de sens. Par exemple, un O majuscule. On a vu que c'était des minuscules pour l'énumération, mais pareil, ils ont utilisé des caractères et ils n'ont pas pris en compte la 7405. Bon, bah tant pis pour eux. On peut mettre des caractères majuscules. Après, on va commencer à mettre des chaînes un peu bizarres. Des trucs avec des backslash un peu dans tous les sens. C'est valide. Hein. C'est une CPE valide, hein. Je tiens à le préciser. Et des trucs qui n'ont pas de sens, en fait. Typiquement, @donkeysport sur Instagram, clin d'œil. Ça, c'est censé être le target hardware. Le jour où vous voyez un PC qui a une architecture Donkey Sport sur Instagram, appelez-moi, ce sera très marrant. Dernier petit point là-dessus, avant d'attaquer sur name matching, vous embêtez pas à chercher des regex. Je vous ai montré la complexité d'AVString, qui est la règle ABNF pour valider les champs. Si vous essayez de la compiler en regex, bonne chance, vous allez y passer du temps. Pro tip, le NIST en a fait des regex. Si vous les regardez et que vous lisez la spec à côté, vous allez rire, parce qu'ils sont plantés au premier caractère. Voilà. C'est-à-dire que dans leur regex, CPE, ça peut avoir un C minuscule, et après un P ou un E majuscule. Mais le C, on l'interdit en majuscule. Voilà, bizarre. Donc maintenant, on va attaquer au niveau de name matching. Parce que maintenant qu'on a nos CPE, qu'on a fait notre inventaire, on va chercher à faire des inclusions. Dire, par exemple, moi je veux dans ton dictionnaire CPE, là s'il te plaît, que tu me sortes tout ce que tu as qui correspondent par exemple à Golang en Go et qui est la version 1. quelque chose. Voilà, je veux que tu me sortes tout ce que tu connais là-dessus. Et bien donc ça, on va pouvoir le faire parce qu'on a des ensembles. Voilà, donc on va chercher les intersections typiquement avec le dictionnaire CPE. Alors du coup, mauvais bouton. Comment ça marche? Alors, il faut se rappeler qu'on a plusieurs valeurs possibles pour un champ. On a NA, donc non applicable, any, n'importe quoi. Pardon, le son horrible. Une valeur d'énumération pour part, H, O ou A, la règle langue avec la RFC 5646 qui utilise le BNF, ou la règle AVString pour le reste des champs. Et bien le NIST il nous donne une table assez simple, donc, qui va s'appliquer pour chaque champ. On a 11 champs dans notre CPE. Ça nous donne la table suivante. Donc source AV et target AV, c'est la source attribute value et target attribute value. En fonction de la valeur de chacune, on va tomber sur une relation qui est définie. Soit on a une différence, une égalité, une inclusion, enfin un subset du coup ou un superset, ou indéfini. Alors, ces 5 relations possibles, elles tombent un peu sous le sens quand on les écrit à la main et qu'on regarde des cas. Mais en tous les cas, si on regarde ce tableau, c'est un peu le bordel. Alors l'avantage, c'est que c'est généralisé, dans le sens où on a testé tous les cas possibles, et que toutes les valeurs possibles pour chaque AV. Par contre, certains sont un peu plus durs à saisir dans leur subtilité. Si on prend par exemple la ligne 11, alors j'ai pas mis exactement la signification de chaque truc, mais I, on va avoir une chaîne de caractères, et après, donc la ligne 11 qui est là,
Et après, M plus wildcard. Donc c'est une chaîne de caractères avec AVString qui contient des wildcards. Donc les wildcards qui peuvent être n'importe quel caractère. Là, c'est un peu plus compliqué de saisir pourquoi est-ce que du coup on tombe sur un undefined. Si on prend notre exemple, au niveau de la ligne 3, donc I, aucune wildcard. Donc, ligne 3, voilà, c'est any. Donc, any en source et en target I. Donc, typiquement, on a étoile et fou. Et ben, on va voir facilement que étoile, ça comprend fou, puisque étoile peut valoir n'importe quoi. Donc, bah, fou est inclus dans n'importe quoi. La numéro 8, on a une combinaison valide de points d'interrogation et de wildcard pour M. Alors, numéro 8, c'est NA, donc non applicable, et M plus wildcard. Donc là, effectivement, on tombe sur des cas un peu plus chelous. Je sais pas pourquoi j'ai mis un E. Enfin, pourquoi j'en ai pas mis surtout. Puisque si on prend par exemple le cas de étoile B, point interrogation, point interrogation. Donc on peut avoir n'importe quel caractère, dans l'ordre qu'on veut, tant que c'est valide dans la BNF, enfin dans la VString plutôt, suivi du caractère B, et à la fin de 2 caractères, n'importe lesquels. Toujours valide dans la VString. Et fou, eh ben, c'est indéfini parce que dans ce cas-là, on voit bien que la première règle n'inclut pas fou. Bah, simplement, en fait, il n'y a pas le B. Donc, on n'a même pas besoin de s'embêter plus loin, ça ne matchera pas. Ensuite, on peut dire, ma deuxième chaîne, c'est bateau. Donc, bah, typiquement, on va dire, ça commence par un B. Et j'ai un B qu'il faut matcher, donc on va dire que l'étoile ne vaut plus rien. Et ensuite, je vais chercher 2 caractères. On va avoir A, c'est bon, T, ok, et on a toujours EAU qui ne matche pas. Donc, dans ce cas-là, on est toujours différent. Dernier petit cas, étoile B, point interrogation, point interrogation. Alors là, c'est plus subtil. Premier cas, on se dit que l'étoile va valoir A. B, c'est bon. C et encore B, ça match, point interrogation, mais pas EF. Donc c'est pas un bon cas. On ne valide pas sur ce cas-là. On va prendre un deuxième cas. On va dire que étoile va valoir ABC. Donc on prend les ABC, on les dégage, on passe à B, c'est bon, et ensuite EF, ça correspond aux 2 points d'interrogation. Et bien dans ce cas-là, grâce au parcours de graphe qu'on pourra faire sur la BNF, on va pouvoir dire que du coup, on a un superset. Dit comme ça, c'est sympa. Dans la réalité, on a rarement ce genre de bizarrerie. Ça, c'est vraiment quand on cherche des éléments très précis, quand on fait des requêtes dans un dictionnaire CPE. Si on prend un dernier cas, le cas 17, là, on commence à taper des trucs très bizarres, qui sont des j'ai une étoile, un caractère, des points d'interrogation. Dans la destination, j'ai des points d'interrogation, un caractère, des étoiles. C'est vraiment des cas complexes parce qu'on va chercher quelque chose, un B, encore quelque chose 2 fois, un autre truc, enfin Q, étoile. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est undefined. Et dans la grande majorité des cas, on n'utilisera pas ces 4. Oui, c'est ça. Il y en a 4. Ces 4 cas qui donnent des undefined. Dans certains cas, du coup, on peut trouver des solutions avec du parcours de graphe, mais c'est pas forcément le plus intéressant à voir. Mais alors, du coup, tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, quel intérêt ça a? Et bien, on va trouver des cas concrets, comme je disais plus tôt, avec la conformité via des fiches XCCDF. Par exemple, la PCI-DSS sur un REL 7, c'est donné par une fiche XCCDF. Et bien, ces fiches XCCDF vont faire de la correspondance et des calculs d'inclusion sur des CPE. Ça va déterminer, par exemple, tu as un LibreOffice installé. Ça va déterminer par une énumération, c'est pas très propre dit comme ça, mais ça va le déterminer la CPE, et ça va dire, si tu as un LibreOffice installé de telle version à telle version, ou juste un LibreOffice, ou un LibreOffice, je sais pas, installé avec tel langage, eh bien tu ne matcheras pas. J'ai pas lu toutes les règles de la PCI-DSS. Mais c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir dire, t'es pas conforme là-dessus, parce que tu as ce composant-là. Ou alors tu as cette configuration de composant-là. Tu as celui-là d'installer et celui-là. Ou alors tu as les deux à la fois et j'en voudrais qu'un. On va voir aussi les documents Oval. Je ne ferai pas un très gros détour sur Oval. J'ai pas encore eu le temps de tout lire, c'est presque 500 pages de spec. C'est beaucoup. Surtout que 400 pages sont juste de l'UML. Donc ça fait beaucoup de données. Mais du coup aussi, des cas concrets, tout ce que vous pourrez faire avec un inventaire et des ensembles de composants. Dès l'instant où vous aurez fait un inventaire, une carto typiquement, et vous aurez besoin de traiter d'ensemble de composants, peu importe la raison, ça sera utile. Comme la détection de CVE. Mais alors du coup, tout ce qu'il ne faut pas faire avec une CPE, croire que CPE c'est évitable. Certains vous diront quand ils font leur scanner que CPE ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est pas très utile, on n'en fait pas grand chose, c'est pas puissant. Encore une fois, ça m'énerve cette phrase. Non, parce que vraiment, si vous voulez entrer dans un système qui a déjà une énorme base de données et sur lesquelles vous pourrez avoir de l'interopérabilité, vous aurez besoin de CPE. Si vous regardez des scan and map,
scannez pas n'importe quoi, mais si vous regardez Scan and Map, à certains moments, il va taper et il va vous dire là, ça va être un Windows 2008 R2 à peu près. J'en suis certain à 98%. Alors, c'est ces chiffres sortis du chapeau, mais il vous donnera juste à la fin de cette chaîne, enfin de tout ce message, la CPE. Il vous dira CPE 2. Slash. Donc déjà, c'est du CPE 2.2 qui date d'il y a plus de 11 ans. Bienvenue à Nmap. Il y a de la lumière. C'est un Windows, enfin c'est un produit de Microsoft, un Windows en version 2008 en update RC2. Donc voilà, c'est utile pour ce genre de choses. C'est utilisé dans tous les SIEM et agents de scan un peu sérieux. C'est utilisé dans tous les SOC. Et c'est aussi utilisé par l'ANSSI au niveau des audits CSPN. Donc là, c'est le moment où il faut que je chope le micro à une main, que j'arrive à changer de page. Hop. Si on prend, par exemple... Alors, si j'arrive à le choper. Attendez. Il n'a pas envie. L'aide le PC. Voilà. Si on prend, par exemple, ce rapport de certification de l'ANSSI qui date de 2020, eh ben on va retrouver immédiatement la CPE du produit qui a été qualifié. Bon, là, c'est un produit de Soprasteria qui, justement, traite du SCAP. Donc, ça tombe bien de donner sa CPE. On retrouvera, maintenant qu'on arrive un peu à lire des CPE, que c'est une application de Soprasteria Group qui s'appelle TSCAP. Et allez savoir pourquoi. Ils mettent une virgule, un espace et le numéro de version. Alors que dans l'aspect CPE, il y a un champ fait pour. Il y a beaucoup de champs fait pour. Et allez savoir pourquoi, je vous ai dit. La spécification CPE V2.3 sortie le 11 août 2011, ça a 11 ans. Ce rapport date de 2020. Ça utilise des CPE V2.2, l'ancêtre de V2.3. Ils utilisent un truc qui a 15 ans. Pour des rapports, il y a 2 ans. Surprise. Bon voilà, je ne vais pas continuer de leur cracher dessus, mais bon, il y a le nom de Guillaume Poupard dedans. Bon voilà. N'hésite pas à lire les specs. Voilà, et si vous regardez un peu tous les rapports CSPN, ce genre de choses, vous trouverez des CPE V2.2. Vous trouverez aussi beaucoup d'outils qui vous sortent des CPE V2.2. Nmap en fait partie. C'est pas à jour et c'est pas pratique de sortir des V2.2. Autre parenthèse, j'ai trouvé un seul cas, où V2.3 n'est pas rétrocompatible avec V2.2. Je ne vous le donnerai pas, ça fera partie de la release 5, mais il existe un seul cas qui n'a jamais été utilisé et qui ne sera probablement jamais utilisé parce qu'il ne signifie rien. Donc, il n'y a pas de raison d'utiliser du V2.2 plutôt que du V2.3, mais vraiment aucune raison. Hop, voilà pour y retourner. Voilà, comme je disais, Nmap le fait, l'ANSSI aussi, bienvenue en France, on est en de retard. On retrouvera plein de sites aussi qui donnent des infos sur des CVE et parfois qui vous font payer ces accès. Si vous regardez bien leur API, c'est le NVD qui vous donne. Ils vous font payer un truc qui est public. Et parfois, ils sont même en retard sur le flux public. Puisque le NVD publie des extracts toutes les 2 heures. Donc parfois c'est sympa, ils n'ont que 2 heures de retard, parfois ils ont 1 semaine de retard. Donc vous payez un truc qui est en retard, qui en plus est public. Vous payez rien en fait. Enfin, vous payez rien. Si vous payez le droit, je finirai pas cette phrase. Donc en plus qui ne valorise pas ces éléments et qui vous donne ça sur des CPE V2.2. Typiquement, je vais prendre un cas qui m'a un peu énervé. Si ça veut bien passer la slide. Ça ne veut pas passer la slide. À l'aide. Voilà. On va prendre le cas de Mathieu Toussaint, qui est le PDG d'Open Security. Alors, je l'ai rencontré par tout hasard sur Twitter. C'est une personne qui s'est dit, c'est quand même une assez grosse entreprise qui fait du pentest, notamment pour Engie et d'autres gros groupes qui s'appellent en 3 lettres, qui commencent par un N et qui finissent par ça, mais sans le CCDI avec un S. Donc, qui font des audits pour eux. Et il s'est dit, je vais construire un scanner, un mini SIEM, voilà, qui me fera la détection de CVE. Et je vais faire mon propre système pour faire mes inventaires. Donc, sur ce, je vois ça sur Twitter via Stéphane Bortmeyer qui like plein de trucs. Très intéressant, d'ailleurs, la plupart du temps. Je vois ça et je me dis, ce gars est assurément passé à côté d'un truc. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dans le domaine et il est passé à côté de la base. Donc, c'est pas grave, je vais lui expliquer rapidement le concept de CPE. Je vais lui expliquer en quoi ça va lui servir et surtout pourquoi il faut qu'il utilise ça. Pour l'interopérabilité, pour ne pas avoir à faire tout le travail, voilà. Ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement ce qu'il fait. Ah, ça va être le moment marrant. Alors, j'espère que vous verrez bien. Attendez, parce que je ne vois plus ma souris. Voilà. Allô. Voilà. Donc, si on regarde sur son interface,
on va retrouver plusieurs éléments. Tout en haut, on va retrouver le nombre de critical vulnerabilities. Donc ça, c'est vraiment des données qui viennent du NVD, hein, c'est tous les scores à plus de 9. 9,0 je crois étant compris. Le nombre de scans, le nombre de vulnérabilités. Alors il faut s'inquiéter parce que s'il y a 6 composants et qu'il arrive à avoir 328 vulnes, il faut vraiment mettre à jour. L'infographe qui sert à rien. Et en bas à droite, un petit bloc qui vous donne du coup les informations sur ce total de vulnérabilité là. Alors ça, c'est un produit qui s'appelle Sirius. Hein. Je préfère donner les noms, comme ça, si jamais un jour vous le voyez, ne l'utilisez pas. Ça t'apprendra pas pour un stage. Voilà, ça c'est le sel. Donc là, il va ajouter, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est dans Host, il va ajouter un composant. Donc, son composant, il va donner un petit nom. Donc déjà, il va ajouter un truc très rapidement, on l'a pas vu, qui s'appelle Windows en haut, un tags. Il tag son truc, il dit ça, ce sera un composant lié à Windows. Il lui dit, ce sera dans le DC1. Alors, l'OS, Windows. Pas de problème. Version de l'OS, 2008, R2. R2, c'est l'update. Donc déjà, il y a un truc qu'il n'a pas saisi. Voilà, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille de il sait pas ce qu'il fait. IP adresse, pourquoi pas, allons-y. Hein. Ensuite, il fait un truc bizarre que j'avais jamais vu avant. Il dit, il y a un service dessus qui tourne. Sur le port 135, Windows, c'est du RPC. Je ne ferai pas le lien vers la conférence RPC de Steven. Mais elle est là, on va dire. Donc voilà, il va définir qu'il y a un truc dessus qui tourne qui s'appelle Windows RPC. Sur le port 135. Il l'ajoute et on voit une CPE qui sort. Au moins, c'est une CPE V2.3 parce que je lui ai dit, il faut que tu utilises des V2.3. Ça fait 11 ans que c'est sorti. Mon bonhomme, il faut quand même à un moment faire des trucs sérieux. Et bien, si on regarde la CPE, il va chercher les composants applicatifs de Windows qui s'appelle RPC. Ah. Sauf que le truc, c'est que Windows, c'est produit par qui? Par Microsoft. Donc sa CPE, là, la con, là, pour citer les termes, elle va jamais rien matcher. Parce qu'à aucun moment, il a dit que ça venait de Microsoft. Ouais, c'est Windows. Ok, cool. Et je m'en fous, moi. Enfin, moi, si vous cherchez dans tout le dictionnaire CPE, il n'y a rien qui correspond à Windows. Peu importe la part, tous les autres champs à étoiles, vous trouverez rien. Parce que c'est le vendor qu'il faut préciser. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait l'erreur? Parce qu'il n'a pas lu la spec, tout simplement. Alors, je ne dis pas de lire toutes les specs en profondeur et de créer ses propres modules ou quoi, mais juste de lire les champs et ce qu'ils veulent dire. Donc par la suite, on va trouver donc le vendor, Windows, le produit Windows, la version, RPC. C'est vrai que un protocole, c'est une version. Allons-y, amusons-nous. J'ai pas compté le nombre de champs. Au moins, il y a le bon nombre de champs. Il y a 11 champs dans une CPE. S'il n'y en a pas 11, c'est simple, on le voit immédiatement et il y aura des problèmes. Donc au moins, il sort une CPE qui a un sens. Sémantiquement, elle est valide. Par contre, elle n'a aucun sens au sens du dictionnaire et du sens de chaque élément. S'il voulait faire ça, s'il voulait vraiment target le service RPC de Windows, il aurait dû dire que c'était une CPE v2.3, donc CPE 2.2.3, 2.A, 2.Microsoft, 2.Windows, underscore RPC, ou le système derrière qui gère les RPC. Puis le numéro de version, ce genre de choses. Si on regarde, qu'on revient au bloc d'en haut, il a dit que c'était un Windows 2008 R2. Donc si vous voulez target les CVE pour des Windows 2008 R2, ça aurait dû être CPE 2.3, 2.A, enfin O du coup, c'est un système d'opération, hein, un OS, 2.Microsoft, 2.Windows, 2.2008, 2.R2. Et vous ne verrez à aucun moment ce truc apparaître. Mais c'est pas fini. Il en ajoute d'autres. SMB. Le J fait un peu long. RDP. Oh, bah tiens, j'ai 3 services qui n'ont aucun sens. Et bah regardez l'étape d'après. Bah j'ai des CVE. Alors, je suis peut-être pas un génie dans la détection de CVE, mais ce que je peux vous dire, c'est que son outil fait de la merde. Pourquoi? Parce qu'il doit juste prendre le champ Windows, le champ version, il l'utilise comme il s'amuse, hein, et il fait de la correspondance au hasard. Alors, j'ai pas vérifié, mais je suis même à peu près sûr que ces CVE sortent et n'ont aucun sens. Il n'a pas dû les vérifier, mais tant que ça donne des résultats, c'est bon. Si on regarde un petit peu, Microsoft Exchange Server Remote Code exécution, ça doit être lié à du RPC, donc ça doit être bon. L'autre truc, je sais même pas ce que c'est. Ça non plus. Et l'RCO, je n'ai pas plus d'infos, donc voilà. Mais donc voilà, ça c'est la plupart des outils aujourd'hui qui sortent sur le marché de SIEM et d'agents de scan. Ce genre de truc,
je viens de vous montrer que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez faire ce genre de produit un jour, commencez juste par vous questionner, est-ce que l'environnement dans lequel je m'inscris est normé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant moi sur le sujet? Je ne vous demande pas de faire un état de l'art de 1 an et demi, je vous demande juste de vous questionner un instant sur que signifie cette chaîne. Si tu cherches la deuxième CVE, c'est la 2021 38647. La 2020 80 96. Bon, c'est juste Citrix, on me dit. Voilà, pas très grave. Donc voilà, donc bon, il continue un petit peu sa démo, tout content. Voilà, il monte la description, les impacts. C'est confidentialité, intégrité, availability, c'est 3 champs des CVSS 3.1, spec de FirstOrg. Il y en a beaucoup plus des champs. Hein. Ça, c'est 3 champs de base score. Il y a base score, environmental score et temporal score. Voilà, donc en plus, son outil, il vous donne un minimum d'informations. Il vous donne un score CVSS en haut à droite, vous ne savez pas lequel, catégorie, ça sort de nulle part. Enfin voilà. Une catastrophe, son outil. Et donc, il en est content. Voilà. Ben moi non. Donc voilà, c'est juste un exemple. Mais on verra demain d'autres cas, hein, plus rapidement évidemment. Mais en fait, il y a beaucoup d'outils qui se plantent sur l'utilisation de CPE. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez des trucs genre des agents dans tous les sens qui vous scannent le web, qui vous font des trucs comme Nmap, qui testent plein de scripts. Parce qu'en fait, ça n'a pas été documenté comment est-ce qu'on fait de la correspondance de CVE, comment est-ce qu'on utilise des CPE. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui se plante. Conclusion du coup, sur ce qu'il faut retenir un peu de cette intro au CPE. Alors, je préfère le dire tout de suite, là c'est vraiment la surface de CPE. Si on voulait aller plus loin dans CPE, on ouvrirait la spec, en tout cas les specs, au moins les 2 premières, et on regarderait un peu plus en profondeur l'API qui nous est proposée. C'est un truc vraiment bien fait pour quelque chose qui a 11 ans. C'est étonnant de se dire qu'en 2011, ils avaient un regard aussi éclairé sur la programmation. Pour le coup, c'est pas tellement étonnant dans le sens où c'est le NIST. Oui, oui pardon Pauline, excuse-nous. L'autre siècle, ça va. Non, moi je suis né en 2000. Bonne journée. Voilà. Donc c'est vraiment la surface. Si vous voulez aller plus loin dans les CPE, je vous promets, vous avez un os à ronger pendant au moins 6 mois. Donc, ce qu'il faut retenir, donc CPE, ça nous permet de normaliser des inventaires. Ça représente un matériel, un OS ou un logiciel. Je crois qu'il y a un problème de pile en fait. Ça permet de donner ou non de nombreuses indications, que ce soit les versions, les updates, les languages ou quoi. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut aller précisément et en profondeur sur un point. Ça donne, si la valeur le permet, des ensembles de taille infinie. Alors, ce que je veux dire par là, c'est comme on l'a vu, les CPE, c'est des ensembles. Et on a un ensemble discret de CPE, qui est le dictionnaire CPE. Mais techniquement, cet ensemble pourrait être de taille tout à fait infinie. On n'aurait juste pas l'espace de stockage, mais il pourrait être infini. Ça peut être utilisé en de nombreux cas d'automatisation. Ça possède un dictionnaire, le CPE. Ça évolue aussi dans le temps selon les besoins. Ça, c'est un truc important. Si jamais vous faites un système qui se base sur des CPE, pour vous dire qu'aujourd'hui elle est valide, mais demain elle ne sera peut-être pas plus. Bon bref, vous m'avez compris. Elle ne sera peut-être plus demain. Donc il faut suivre les évolutions du dictionnaire CPE. Genre typiquement, demain Microsoft ne s'appelle plus Microsoft. Demain il s'appelle Tartampion. Voilà, pour être tout à fait... une imagination débordante. Il s'appelle Tartampion, il va falloir mettre à jour toutes nos CPE. Et si vous le faites, si vous ne l'avez pas inclus de façon native dans vos programmes, il va falloir tout refaire à la main. Donc surprise, il y a aussi une spec pour ça. Et donc en gros, CPE, ça se base au fond sur un parcours de graphe, mais c'est jamais fait. C'est nul parce qu'en fait, on trouve plein de trucs qui se foirent là-dessus. Le matching, c'est pas trivial du tout. Là, je vous ai présenté rapidement le truc, en gros, mais c'est vraiment plus complexe que ça, surtout sur les 4K undefined. Et on pourrait se baser entièrement sur du parcours de graphe dans une prochaine version que j'appelle, qui est la release 5 de CPE qui devrait, je l'espère, arriver au moins d'ici 2 ans. Si vous êtes intéressé par les graphes, les bases et algorithmes qui s'y appliquent, il y a un petit livre qui est assez sympa pour les intros sur les choses en graphe, qui est celui d'Aurélie. Aurélie, c'est quand même assez c'est une référence dans le domaine. Il est gratuit et en ligne si vous le cherchez. Moi j'en ai une copie physique, mais voilà, si jamais ça vous intéresse de le parcourir rapidement. Il y a au moins quelques concepts qui sont intéressants à avoir au niveau de comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on détecte des sociétés, des points d'intérêt dans un graphe, quelles sont les cas d'utilisation, les graphes cycliques, acycliques, voilà, des cas intéressants. Comme je le mets ensuite, fait des parcours de graphes, les bases de la théorie des graphes, les détections de communautés,
Et ce sont des exemples avec Apache Spark et Neo4j. Pour ceux qui sont en 4A, ça vous rappellera des douleurs. Et donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment de ne pas hésiter, même à distance. Merci. Alors, j'entends RFC. C'est pas une RFC. Le NIST ne fait pas des RFC, fait des trucs similaires. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment comprendre un truc, lisez les RFC, processez ça. C'est un anglicisme affreux. Mais réfléchissez à cette chose, cette RFC, cette spec pendant quelques temps. Faites une première implémentation, pas forcément la plus robuste, mais testez votre truc et vous allez découvrir des morceaux de la spec que vous n'avez pas vus jusque-là. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? On peut revenir sur des slides si besoin. Attends, des questions en live. Ok, j'irai voir ça. J'irai voir qui sont les gens qui m'aiment. Bon, en tout cas, si jamais, quelques moyens de me contacter si vous avez des questions, si vous m'avez pas bloqué sur Discord. Sinon, il y a mon GitHub si jamais vous êtes intéressé par quelques petits projets qui sont reliés à ça. Sachant que vous avez vu, il y a plusieurs projets qui sont pas encore publiés parce que ça demande encore beaucoup d'efforts sur le sujet. Mais en tout cas, si vous cherchez à faire à vous inscrire dans l'environnement du NVD, de toutes les specs SCAP qui tournent autour, et vous cherchez à le faire en Go, l'adresse en haut à gauche, mon GitHub. Voilà, sur ce, bah écoutez, bonne fin de journée, merci d'avoir été là. Si jamais, demain, il y a une conférence du coup sur la détection de CVE qui sera la plus fun des deux. Celle-là est un peu barbante, je l'avoue. Merci.